Le 8 février 1807, sur une plaine glacée de Prusse orientale, va se dérouler la bataille la plus sanglante et la plus indécise de toute l'épopée napoléonienne. Ce jour-là, près de 150 000 hommes vont s'affronter dans la neige et le blizzard, et quand le soleil se couchera sur ce champ de bataille transformé en charnier, on comptera entre 40 000 et 50 000 morts et blessés. Des hommes gelés, démembrés, enterrés vivants sous des montagnes de cadavres. Et pour la première fois de sa carrière, Napoléon Bonaparte, l'homme qui a conquis l'Europe, va pleurer devant l'horreur de ce qu'il a provoqué. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre Eylau, il faut remonter quelques mois en arrière, à l'automne 1806. À cette époque, Napoléon vient de réaliser l'impossible. En à peine 3 semaines, il a anéanti l'armée prussienne, cette machine de guerre qui faisait trembler l'Europe depuis Frédéric le Grand. Le 14 octobre 1806, à Jena et Auerstedt, les Prussiens ont été balayés. 2 semaines plus tard, les soldats français défilent dans les rues de Berlin. Le roi Frédéric Guillaume III s'est enfui comme un voleur vers Königsberg, à l'extrême est de son royaume, accompagné de sa cour terrifiée. La Prusse n'existe plus en tant que puissance militaire. Mais la guerre n'est pas finie. Car derrière les Prussiens se tiennent les Russes. Le tsar Alexandre Ier a envoyé une armée de 60 000 hommes sous les ordres du général Levin August von Bennigsen, un officier allemand au service de la Russie. Et ces Russes n'ont aucune intention de se soumettre au petit Corse qui prétend dominer l'Europe. Napoléon le sait. Tant que les Russes ne seront pas battus, tant qu'Alexandre ne demandera pas la paix, rien ne sera réglé. Alors, la grande armée se met en marche vers l'Est, à la poursuite de l'ennemi. Et c'est là que les problèmes commencent. Car la Pologne en hiver, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est un pays de boue, de marécages, de forêts infinies. Les routes ne sont que des chemins de terre qui se transforment en fondrières dès qu'il pleut. Et il pleut sans arrêt en cet automne 1806. Les chariots de ravitaillement s'enlisent, les chevaux crèvent par centaines. Les soldats marchent dans la gadoue jusqu'aux genoux, le ventre vide, les pieds en sang. La grande armée, cette force invincible qui a triomphé à Austerlitz, commence à souffrir. Les hommes pillent les villages pour se nourrir, la discipline se relâche, les maladies déciment les rangs. Et le froid arrive, un froid humide, pénétrant, qui s'infiltre sous les uniformes et gèle les os. Fin décembre 1806, Napoléon décide de mettre ses troupes en quartier d'hiver. L'armée est épuisée. Elle a besoin de repos, de ravitaillement, de renforts. Les corps d'armée sont dispersés sur une ligne de plusieurs centaines de kilomètres, de la Vistule à la mer Baltique. L'empereur s'installe à Varsovie, où il mène une vie presque paisible. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre la comtesse Marie Walewska, qui deviendra sa maîtresse et lui donnera un fils. Mais Bennigsen, lui, ne dort pas. Le général russe observe, il réfléchit et il voit une opportunité. Les Français sont dispersés. Le maréchal Ney, toujours impétueux, a poussé son corps d'armée trop loin vers le nord, en direction de Königsberg, menaçant les lignes de communication russes. Bennigsen décide de frapper. En janvier 1807, il lance son offensive. Son plan est audacieux. Isoler le corps de Bernadotte, le détruire, puis s'enfoncer dans les arrières de l'armée française. Avec 140 000 hommes à sa disposition après l'arrivée des renforts, il a les moyens de ses ambitions. Napoléon est pris par surprise. Lui qui d'habitude anticipe tout, devine tout, n'a pas vu venir le coup. Il réagit néanmoins avec sa rapidité habituelle. Il ordonne à ses corps d'armée de se concentrer, prépare une contre-manœuvre qui doit prendre Bennigsen en tenaille et l'acculer à la mer Baltique. Sur le papier, c'est un plan magnifique qui pourrait aboutir à l'anéantissement total de l'armée russe. Mais le hasard de la guerre va en décider autrement. Le 28 janvier, des Cosaques capturent un courrier français portant les ordres de Napoléon à Bernadotte. Bennigsen découvre le piège qu'on lui tend. Immédiatement, il ordonne la retraite. Le général russe n'est pas un imbécile. Il sait qu'il ne peut pas se laisser coincer contre la Baltique. Napoléon rage, sa belle manœuvre est éventée. Qu'à cela ne tienne, il va forcer Bennigsen à accepter la bataille. Comment ? En marchant droit sur Königsberg, où se trouvent les approvisionnements russes, les dépôts de munitions, tout ce dont l'armée du tsar a besoin pour continuer à se battre. Si Napoléon prend Königsberg, Bennigsen est perdu. Le général russe n'a pas le choix, il doit arrêter les Français avant qu'ils atteignent Königsberg. Et il décide de le faire dans un petit village de Prusse orientale dont personne n'a jamais entendu parler. Preußisch Eylau, un nom qui, après le 8 février 1807, sera à jamais associé à l'horreur et au carnage. Le 6 février 1807,
Les avant-gardes françaises et russes commencent à se heurter. À Hof, la cavalerie de Murat affronte les Russes dans un combat acharné. C'est là que le général Dopoul, à la tête de ses cuirassiers, se couvre de gloire. Il enfonce les lignes ennemies avec une telle fureur que sa cuirasse se retrouve cabossée et couverte de sang. Quand il revient vers Napoléon et met pied à terre, l'empereur s'avance et l'embrasse en remerciement pour cette charge victorieuse. Dopoul, ému et embarrassé par cet honneur, lui répond « Sire, pour me montrer une si grande faveur, je dois mourir pour votre majesté. » Des mots prophétiques, car 2 jours plus tard, à Eylau, Dopoul mourra de ses blessés. Bennigsen recule, mais il ne fuit pas. Le 7 février, il arrive à Eylau et décide de s'y installer. Le terrain lui convient, une vaste plaine ouverte, favorable à la cavalerie, avec une bonne ligne de retraite vers Königsberg si les choses tournent mal. Il dispose ses 75 000 hommes et ses 400 canons sur les hauteurs au nord du village. Les Français arrivent dans l'après-midi. Soult et Murat attaquent immédiatement l'avant-garde russe de Bagration qui défend le village. Les combats sont violents, on se bat rue par rue, maison par maison. Les fantassins russes résistent avec acharnement pour permettre à leurs artilleurs de se replier. Le sang coule déjà abondamment sur la neige. À 22 heures, le maréchal Soult s'empare du cimetière d'Eylau, une butte surmontée d'une église qui domine le village. Ce n'est pas la dernière fois que ce cimetière sera âprement disputé. Les Russes ne se résignent pas à le perdre. En pleine nuit, vers minuit, ils lancent une contre-attaque. Des colonnes entières se jettent sur les positions françaises dans l'obscurité totale. On se bat à la baïonnette, au corps à corps, dans les ruelles enneigées. Le combat est d'une violence inouïe. Ce n'est qu'au prix de lourdes pertes que les Français parviennent à repousser cette attaque nocturne. Quand l'aube se lève le 8 février, le bilan de ces combats préliminaires est déjà lourd. Environ 4000 morts de chaque côté et la vraie bataille n'a même pas encore commencé. Napoléon arrive à Eylau vers 23 heures le 7 février. Il inspecte la situation et ne l'aime pas. Il dispose de seulement 46 000 hommes et 300 canons. Face à lui, Bennigsen a 80 000 soldats et 400 pièces d'artillerie. La supériorité numérique russe est écrasante. Mais l'empereur attend des renforts. Le corps de Davout, le meilleur de ses maréchaux, est à 18 km au sud. Celui de Ney est à 30 km au nord. Si ces 2 forces arrivent à temps, Napoléon pourra prendre les Russes en tenaille et remporter une victoire décisive. Le plan est simple. Retenir Bennigsen au centre, attendre que Davout déborde son flanc gauche, puis lancer Augereau et Murat dans la brèche, tandis que Ney arrivera par le nord pour compléter l'encerclement. C'est un double encerclement qui, s'il réussit, rivalisera avec la victoire d'Hannibal à Cannes. La nuit est glaciale. Les soldats des 2 camps dorment sur la neige, sans feu pour ne pas révéler leur position. Beaucoup ne dorment pas du tout. Ils grelottent, ils ont faim, ils ont peur. Ils savent que demain ils vont se battre et que beaucoup d'entre eux ne reverront jamais le soleil se coucher. Le ciel est bas et noir. Des flocons commencent à tomber. Un vent du nord-est se lève, glacial, coupant. Les vétérans de la Grande Armée n'ont jamais connu un tel froid. Eux qui ont traversé les Alpes, qui ont combattu sous le soleil d'Austerlitz, découvrent ce que signifie vraiment l'hiver russe. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend. Le 8 février 1807, à l'aube, les 2 armées se font face sur la plaine d'Eylau. Le ciel est d'un gris de plomb. La neige recouvre tout d'un blanc sinistre. La température est tombée bien en dessous de 0. Et surtout, un blizzard commence à souffler, projetant des rafales de neige qui aveuglent les soldats. Les Français sont à l'ouest, adossés au village d'Eylau. Napoléon a établi son quartier général dans le cimetière, sur la butte qui domine le champ de bataille. Autour de lui, ses maréchaux. Soult à gauche, Augereau au centre, la réserve de cavalerie de Murat derrière. La garde impériale, l'élite de l'élite, est massée près de l'église, prête à intervenir. Les Russes sont à l'est, déployés sur 2 lignes qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Leur artillerie, supérieure en nombre, est répartie en 3 grandes batteries. Bennigsen a un plan simple mais efficace. Pilonner les Français avec ses canons, puis lancer son infanterie pour couper l'armée ennemie en 2 au niveau d'Eylau même. À 7 heures du matin, le premier coup de canon tonne. C'est le signal. Les batteries russes ouvrent le feu toutes ensemble. Un déluge de fer et de feu s'abat sur les positions françaises. Les boulets ricochent sur le sol gelé, fauchant des rangs entiers. La mitraille siffle dans l'air. Les hommes tombent par dizaines, par centaines. L'artillerie française répond. Un gigantesque duel d'artillerie s'engage, le plus violent que l'Europe ait jamais connu.
Les soldats des deux camps, qui n'ont pas mangé et ont dormi sans feu, subissent ce pilonnage pendant 2 heures interminables. Ils ne peuvent rien faire, juste attendre, serrés les uns contre les autres pendant que les boulets les déciment. Les Russes n'ont pas l'air humains. Ils restent immobiles sous le feu français, insensibles aux pertes qui s'accumulent à leurs pieds. Ils ne bronchent pas quand leurs camarades tombent à côté d'eux. Cette discipline, cette capacité à endurer la souffrance sans flancher impressionne même les vétérans de la Grande Armée. Vers 9 heures, une bonne nouvelle arrive enfin pour Napoléon. Le corps de Davout débouche au sud du champ de bataille. Le meilleur tacticien de l'armée française attaque immédiatement le flanc gauche russe. Ses divisions progressent, s'emparent du village de Serpallen, commencent à déborder la ligne ennemie. Si Davout continue sur cette lancée, il va enrouler tout le dispositif russe. Mais Davout est en infériorité numérique. Il n'a que 15 000 hommes face à des forces bien supérieures. Pour soulager la pression sur son flanc, il a besoin d'aide. Napoléon décide alors de lancer une attaque au centre, pour fixer les Russes et les empêcher de se retourner contre Davout. Il ordonne au maréchal Augereau et à la division Saint-Hilaire de se porter en avant. C'est à ce moment précis que le destin bascule. Car au moment où les colonnes françaises s'ébranlent, une violente tempête de neige éclate. Les flocons tombent si drus qu'on n'y voit pas à 20 pas. Le vent du nord-est projette la neige directement dans les yeux des soldats français, qui marchent face à lui. Ils sont littéralement aveuglés. Et c'est le désastre. Les divisions d'Augereau, désorientées par la tempête, dévient de leur trajectoire. Au lieu de marcher droit vers l'ennemi, elles obliquent vers la gauche, laissant un intervalle béant entre elles et la division Saint-Hilaire. Et soudain, quand la neige s'éclaircit en instant, les soldats du 7e corps découvrent avec horreur qu'ils se sont présentés de flanc, quasiment à bout portant, devant la batterie centrale russe. 72 canons les attendent, 72 gueules de bronze qui vomissent simultanément la mort. C'est un massacre. En quelques minutes, les divisions d'Augereau sont littéralement fauchées. Les boulets traversent les rangs de part en part. La mitraille déchiquette les corps. Les âmes tombent par centaines, comme des épis de blé sous la faux. Le général de division Desjardins est tué. Le maréchal Augereau lui-même est blessé, au bras et au visage. Le général Eudelet est touché. En un quart d'heure, le 7e corps perd la moitié de ses effectifs. 5000 hommes, tués ou blessés. Mais le pire reste à venir, car les survivants, totalement désorientés, s'enfuient dans la mauvaise direction. Ils courent droit vers les lignes russes, se fourvoient jusqu'au centre ennemi avant de réaliser leur erreur et de faire demi-tour. Et quand ils refluent enfin vers le cimetière d'Eylau, l'artillerie française, aveuglée elle aussi par les bourrasques de neige, les prend pour des Russes et ouvre le feu sur eux. Les propres canons de Napoléon tirent sur ses propres soldats. Au milieu de ce chaos, un régiment va vivre une agonie qui marquera l'histoire. Le 14e régiment d'infanterie de ligne, qui formait l'avant-garde de la division Desjardins, s'est retrouvé isolé sur un monticule, encerclé de toutes parts par l'ennemi. Impossible de fuir, impossible de se rendre. Ces hommes vont se battre jusqu'à la mort. Napoléon, depuis le cimetière, aperçoit le drapeau du 14e qui s'agite au loin. Les survivants du régiment, formés en carré sur leur but, repoussent charge après charge. Ils agitent leur aigle pour montrer qu'ils tiennent toujours, pour appeler au secours. L'empereur est ému par leur courage. Il ordonne au maréchal Augereau, malgré ses blessures, d'envoyer un officier pour leur porter l'ordre de se replier. C'est le capitaine Marbeau, aide de camp d'Augereau, qui est désigné pour cette mission suicide. Il doit traverser le champ de bataille sous le feu ennemi, atteindre le 14e de ligne et lui ordonner de battre en retraite pendant qu'une brigade de cavalerie viendra à son secours. Marbeau part au galop sur sa jument Lisette, une bête au caractère difficile mais d'une bravoure extraordinaire. Il traverse les lignes russes, évite les charges de cavalerie, parvient miraculeusement jusqu'au monticule où agonise le 14e régiment. Ce qui lui trouve le glace d'effroi. Autour du carré, les cadavres s'empilent. À l'intérieur, quelques centaines d'hommes sont encore debout, épuisés, couverts de sang, mais refusant de céder. Le chef de bataillon d'Aussy, qui commande les survivants, s'avance vers Marbeau. Ses paroles vont entrer dans la légende. « Je ne vois aucun moyen de sauver le régiment. Retournez vers l'empereur, faites-lui les adieux du 14e de ligne qui a fidèlement exécuté ses ordres, et portez-lui l'aigle qu'il nous avait donné et que nous ne pouvons plus défendre. Il serait trop pénible, en mourant, de la voir tomber aux mains des ennemis. » Marbeau prend l'aigle, la dissimule sous son manteau et s'élance pour le retour. Mais il n'ira pas loin. Un boulet transperce son chapeau.
Sa jument est blessée, il est lui-même atteint au bras. Dans la mêlée qui suit, il est désarçonné et se retrouve étendu sur la neige, au milieu des cadavres, perdant lentement connaissance. Pendant ce temps, les grenadiers russes du régiment de Pavlov achèvent les derniers défenseurs du 14e de ligne. Quand le silence retombe sur le monticule, il ne reste plus personne. Le 14e régiment d'infanterie de ligne a été anéanti sous les yeux même de l'empereur. C'est le régiment de la Grande Armée qui aura subi les pertes les plus lourdes à Eylau. 26 officiers tués, des centaines de sous-officiers et soldats. Mais le désastre du 7e corps n'est pas terminé, car les Russes voient une opportunité. La destruction des divisions d'Augereau a créé une brèche béante dans le dispositif français. Une brèche qui mène directement au cimetière d'Eylau, là où se trouve Napoléon. Benningsen n'hésite pas. Il lance 4000 grenadiers de sa garde impériale dans cette brèche. Ces géants russes, coiffés de leurs hauts bonnets à plaques de cuivre, avancent en colonne serrée vers le cimetière. Leur objectif est simple, capturer ou tuer l'empereur. C'est le moment le plus critique de toute la carrière de Napoléon. Les grenadiers russes sont à quelques centaines de mètres de lui. Il n'a autour de lui que quelques bataillons de sa garde et les débris du 7e corps. Ces maréchaux le pressent de se replier, de mettre sa personne en sécurité. Mais Napoléon refuse. Il reste dans le cimetière, impassible, tandis que les boulets tombent autour de lui. Il se tourne vers le général d'Orsen et ordonne à la vieille garde d'intervenir. C'est une des rares batailles de l'Empire où l'infanterie de la garde impériale va donner. Ces vétérans, dont certains se battent depuis les campagnes d'Italie, reçoivent un ordre inhabituel. Ne pas tirer, charger à la baïonnette. Et c'est ce qu'ils font. Les grenadiers de la garde française se jettent sur les grenadiers russes dans un corps-à-corps titanesque. À l'arme blanche, sans un coup de feu, les deux élites s'affrontent au pied du cimetière. Le choc est terrible. Les hommes s'empalent sur les baïonnettes, s'assomment à coups de crosse, se poignardent avec tout ce qui leur tombe sous la main. Les chasseurs à cheval de la garde, menés par le général Dallmann, chargent à leur tour, sabrant tout ce qui se trouve sur leur passage. Dallmann sera mortellement blessé dans cette charge, mais les grenadiers russes sont repoussés. La menace directe sur Napoléon est écartée, pour l'instant, car la situation reste désespérée. Le centre français a été enfoncé. Augereau est hors de combat. Le 7e corps n'existe plus. Et les Russes, galvanisés par ce succès, se préparent à porter le coup fatal. C'est alors que Napoléon se tourne vers le maréchal Murat, le plus flamboyant de ses lieutenants, le roi de Naples, le plus grand cavalier de son époque. Et il lui lance cette phrase célèbre. « Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là » Joachim Murat n'a pas besoin qu'on lui demande 2 fois. Cet homme vit pour ce genre de moment. Grand, beau, couvert de plumes et de dorures, portant des uniformes extravagants de sa propre création, Murat est l'incarnation même du cavalier d'épopée. Brave jusqu'à l'inconscience, il n'a jamais reculé devant rien ni personne. Il dispose de la réserve de cavalerie française massée derrière l'église d'Eylau. 80 escadrons, plus de 10 000 cavaliers, dragons, cuirassiers, chasseurs, hussards, grenadiers à cheval de la garde. C'est la plus formidable concentration de cavalerie que l'armée française ait jamais rassemblée. Murat organise ses troupes sur 5 lignes. En tête, les dragons du général Grouchy, puis les cuirassiers du général d'Hautpoul, ces hommes de fer montés sur des chevaux de fer. Ensuite, les dragons de Klein et de Milhaud, et enfin, en réserve, les chasseurs et les grenadiers de la garde impériale. Il n'y a pas le temps de manœuvrer, pas le temps de former les lignes comme le voudraient les manuels de tactique. Murat ordonne la charge en masse compacte, cavalerie légère en tête. C'est contraire à toutes les règles de l'art militaire. Mais quand on a 10 000 cavaliers derrière soi, les règles deviennent secondaires. La charge s'ébranle, le sol tremble sous les sabots de milliers de chevaux. Le bruit est assourdissant, un grondement de tonnerre qui s'amplifie à mesure que les escadrons prennent de la vitesse. Les cavaliers russes voient arriver cette vague de fer et d'acier et comprennent ce qui les attend. Les artilleurs chargent à la hâte leurs canons. Les premiers coups de canon russes fauchent les rangs français. Des chevaux s'écroulent, projetant leurs cavaliers dans la neige. Mais la masse ne ralentit pas, elle accélère. Les dragons de Grouchy percutent la première ligne russe avec une violence inouïe. C'est un choc d'une brutalité inimaginable. Les chevaux s'écrasent les uns contre les autres. Les sabres s'abattent, les lances transpercent les corps. Des milliers d'hommes s'entretuent dans un chaos de cris, de hennissements et de métal qui s'entrechoquent. La première ligne russe est renversée en quelques minutes. 8000 Russes sont étendus dans la neige.
Le général Grouchy dans la mêlée est coincé sous le cadavre de son cheval. Il manque de peu d'être capturé. C'est son aide de camp, Georges de Lafayette, petit-fils du héros de la Révolution américaine, qui le sauve in extremisme en le dégageant sous le feu ennemi. Mais beaucoup de soldats russes ne sont pas morts. Ils se sont jetés à plat ventre pour laisser passer la charge et maintenant ils se relèvent derrière les cavaliers français. Qu'importe, Murat ne s'arrête pas. Il enfonce la deuxième ligne russe avec la même fureur. Cette fois, c'est le centre de l'armée de Bennigsen qui s'effondre. Les cuirassiers d'Autun taillent en pièces l'infanterie russe. Le général d'Autun lui-même est au premier rang, chargeant sabre au clair. C'est lors de cette charge qu'un éclat de mitraille l'atteint à la cuisse, lui brisant l'os. Il sera évacué du champ de bataille, mais refusera l'amputation que lui prescrit le chirurgien Larrey. Il mourra de septicémie 6 jours plus tard, le 14 février, fidèle à la parole qu'il avait donnée à Napoléon, mourir pour son empereur. Le général Lepic, à la tête des grenadiers à cheval de la garde, ne s'arrête pas après avoir traversé les 2 premières lignes. Avec une trentaine de ses hommes, il fonce sur les batteries russes de 3e ligne, essuie leurs décharges de mitraille, les aborde, les traverse en sabrant et se retrouve de l'autre côté, devant une plaine vide. Il a coupé le centre russe de part en part. La charge de Murat a atteint son but. Les divisions russes qui exploitaient la destruction du corps d'Augereau sont dispersées. La brèche dans le dispositif français est colmatée. Napoléon a évité le désastre. Mais le prix est terrible. Plus de 1500 cavaliers français sont restés sur le terrain. Des régiments entiers ont été décimés. Et la bataille est loin d'être terminée. Car les Russes ne sont pas battus. Bennigsen réorganise ses lignes. Son aile gauche, sous la pression de Davout, commence à fléchir, mais elle tient encore. Et vers midi, une nouvelle arrive qui change tout. Le corps prussien du général Lestock, 9000 hommes frais qui n'ont pas encore combattu, débouche sur le champ de bataille. Les Prussiens de Lestock arrivent au pire moment possible pour les Français et au meilleur pour les Russes. Davout, qui avait réussi à déborder le flanc gauche ennemi, se retrouve soudain face à des troupes fraîches qui le prennent de flanc. Ces divisions, épuisées par des heures de combat, doivent maintenant faire face à une menace sur leurs 2 côtés. La situation se renverse brutalement. Les gains de la matinée sont perdus. Davout doit reculer, abandonner les villages qu'il avait conquis, les Prussiens reprennent Kleinsausgarten et stabilisent le flanc gauche russe. La manœuvre d'enveloppement que Napoléon avait conçue est en train d'échouer. Sur le reste du champ de bataille, les combats continuent avec une violence inouïe. L'artillerie des 2 camps crache sans relâche. Les bataillons se forment, chargent, se font repousser, se reforment et chargent encore. La neige continue de tomber par intermittence, couvrant les morts d'un linceul blanc avant que de nouvelles vagues de combattants ne viennent s'ajouter à l'hécatombe. Le cimetière d'Eylau reste le point focal de la bataille. Les Russes l'ont bombardé pendant des heures, essayant de raser chaque tombe, chaque mur pour atteindre l'empereur qui refuse de partir. Des boulets tombent à quelques mètres de Napoléon. Des aides de camp sont tués à ses côtés. Son aide de camp préféré, le colonel Claude Corbineau, est emporté par un obus. C'est un coup terrible pour l'empereur, qui s'était sincèrement attaché à cet officier. Corbineau était comme un fils pour lui. Tout au long de l'après-midi, Napoléon attend. Il attend Ney. Le corps du maréchal Ney, 12 000 hommes, est quelque part au nord, en train de marcher vers le champ de bataille. S'il arrive, les Français auront une chance de l'emporter. S'il n'arrive pas, les heures passent. Le soleil décline. Les munitions commencent à manquer des 2 côtés. Les hommes sont épuisés, affamés, gelés. Ils se battent depuis l'aube, sans avoir mangé, sans avoir dormi, dans un froid qui engourdit les membres et fige le sang sur les blessures. Et les morts s'accumulent. Des milliers et des milliers de morts. Français, Russes, Prussiens, tous mélangés dans la neige rougie. Des chevaux agonisent en hennissant. Des blessés appellent à l'aide, mais personne ne vient. Le champ de bataille est devenu un enfer glacé où la mort frappe sans discrimination. Vers 16 heures, Davout lance une nouvelle offensive. Ses divisions, renforcées et réorganisées, repartent à l'attaque. Le maréchal de fer, comme on l'appelle, est un homme d'une ténacité extraordinaire. Il refuse d'accepter l'échec. Ses soldats reprennent du terrain, village par village, position par position. Le flanc gauche russe recommence à plier. Bennigsen sent le danger. Il puise dans ses réserves, lance de nouvelles contre-attaques.
Mais ses troupes sont aussi épuisées que les Françaises. Et il sait que si Ney arrive, tout sera perdu. C'est alors, vers 18 heures, qu'on entend le canon tonner au nord. Des colonnes apparaissent dans la pénombre. Ce sont les hommes du maréchal Ney, qui ont parcouru près de 80 km en 24 heures pour arriver à temps sur le champ de bataille. Les 12 000 hommes de Ney se déploient sur le flanc droit russe. Des troupes fraîches, pleines d'énergie, qui n'ont pas encore combattu. Pour Bennigsen, c'est le coup de grâce. Son armée est épuisée, ses munitions s'épuisent, ses pertes sont effroyables. Continuer le combat dans ces conditions serait suicidaire. À la nuit tombante, le général russe prend la décision de se replier. Contre l'avis de certains de ses lieutenants et du général prussien Lestock qui veulent continuer la bataille le lendemain, Bennigsen ordonne la retraite. L'armée russe se retire pendant la nuit vers Königsberg et Wehlau en bon ordre, sans panique. La bataille d'Eylau est terminée. Mais qui a gagné ? Le 9 février 1807, quand le soleil se lève sur le champ de bataille, il éclaire un spectacle qui dépasse l'entendement. Aussi loin que porte le regard, ce ne sont que cadavres. Des corps entassés les uns sur les autres, empilés sur 3 ou 4 épaisseurs par endroits. Des chevaux morts encore harnachés, figés dans leur dernière posture. Des canons abandonnés, leurs servants gisant autour d'eux. Des drapeaux déchirés, des sabres brisés, des débris d'uniformes. Et la neige. Cette neige qui continue de tomber doucement, recouvrant peu à peu cette boucherie d'un voile blanc, comme si la nature voulait cacher aux yeux du monde l'horreur de ce que les hommes se sont infligés. Les chiffres sont effroyables. Du côté russe, entre 18 000 et 25 000 morts et blessés, plus 3 000 prisonniers. Du côté français, les estimations varient entre 10 000 et 25 000 selon les sources, car Napoléon minimisera les pertes dans ses bulletins. En réalité, les pertes sont probablement comparables des deux côtés. Au total, entre 40 000 et 50 000 hommes ont été tués ou blessés en une seule journée. Napoléon parcourt ce champ de carnage à cheval. Son cheval a du mal à avancer car le sol est jonché de corps. À chaque pas, il doit éviter un cadavre, enjamber un blessé. L'empereur, d'habitude si impassible, si maître de lui, est visiblement ébranlé. Un témoin oculaire, le soldat Billon, a laissé un récit de cette scène. Nous rentrâmes dans Eylau. Les rues étaient jonchées de cadavres. Quel horrible spectacle! Il tira des larmes aux yeux de l'empereur. Personne n'eût jamais cru possible un attendrissement pareil de la part de ce grand homme de guerre. Et pourtant, je les ai vus, moi, ces larmes. J'étais debout sur un banc de pierre, adossé au mur, quand il passa près de moi. L'empereur faisait tous ses efforts pour éviter que son cheval ne foulât aux pieds tant de restes humains. Ne pouvant y parvenir, il abandonna les guides et c'est alors que je le vis pleurer. Napoléon pleure. L'homme qui a conquis l'Europe, l'homme qui a décidé du sort de millions de personnes, pleure devant ce qu'il a créé. Il s'arrête souvent pour questionner les blessés, leur demander comment ils se sentent, s'ils ont besoin de quelque chose. Il donne des ordres pour que les secours soient organisés, pour que les blessés des deux camps soient soignés. Car parmi ces mourants, il y a des Russes aussi, et Napoléon ordonne qu'on les traite avec la même humanité que les Français. Le chirurgien Larrey, le plus grand chirurgien de l'armée française, est à l'œuvre. Il a installé des ambulances dans les maisons d'Eylau, il opère sans relâche depuis la veille. Quand un colonel de l'état-major vient lui porter l'ordre de se rendre auprès du corps du général Dallmann pour l'embaumer, Larrey explose de colère. Retournez dire à sa majesté que je n'abandonnerai pas 700 à 800 blessés dont je puis sauver peut-être la moitié pour aller m'occuper d'un mort, si glorieuse que soit sa mémoire. Napoléon ne lui en tiendra pas rigueur. Au contraire, au moment de quitter Eylau, il remarquera que Larrey n'a plus d'épée. Le chirurgien expliquera qu'elle lui a été dérobée à l'ambulance. L'empereur prendra alors sa propre épée et la lui tendra. Gardez celle-ci en souvenir des services que vous m'avez rendus à la bataille d'Eylau. Les jours suivants, Napoléon reste sur le champ de bataille. Contrairement à son habitude, il ne poursuit pas l'ennemi, il ne cherche pas à exploiter la victoire. D'abord parce que l'armée française est trop épuisée pour le faire, mais aussi parce qu'il veut superviser personnellement l'évacuation des blessés et l'enterrement des morts. Il restera 8 jours à Eylau. 8 jours à voir les fosses communes se remplir, les convois de blessés partir vers l'arrière, les brancardiers ramasser les corps sous la neige. Le 14 février, il écrit à l'impératrice Joséphine une lettre qui trahit son état d'esprit. « Mon ami, je suis toujours à Eylau. Ce pays est couvert de morts et de blessés. Ce n'est pas la plus belle partie de la guerre. L'on souffre
et l'âme est oppressée de voir tant de victimes. L'âme est oppressée. C'est peut-être la phrase la plus sincère que Napoléon ait jamais écrite sur la guerre, car pour la première fois, il mesure vraiment le coût humain de ses ambitions. Il déclare aussi devant ses maréchaux « Cette boucherie passerait l'envie à tous les princes de la terre de faire la guerre ». Une phrase amère, presque prophétique, car cette boucherie ne passera l'envie à personne, ni à Napoléon lui-même, qui continuera la guerre pendant 8 ans encore, jusqu'à Waterloo, ni aux autres souverains européens qui s'affronteront dans des conflits toujours plus meurtriers jusqu'à l'apocalypse de 1914-1918. Qui a vraiment gagné la bataille d'Eylau ? Les Français sont officiellement vainqueurs, puisqu'ils conservent le terrain après le retrait nocturne des Russes. Napoléon proclamera la victoire dans ses bulletins et fera chanter des tédéums dans les églises. Pourtant, c'est une victoire creuse. L'armée russe de Bennigsen s'est retirée en bon ordre, intacte, et sera opérationnelle quelques semaines plus tard. Pour la première fois de sa carrière, Napoléon échoue à obtenir une victoire décisive. Les Russes revendiquent d'ailleurs eux aussi la victoire, et Saint-Pétersbourg célèbre ce qu'il présente comme un triomphe. En réalité, personne n'a gagné. Eylau est un match nul sanglant, où les deux adversaires se sont mutuellement saignés à blanc. Pour Napoléon, c'est un choc. Il découvre des adversaires qui ne paniquent pas quand leurs lignes sont enfoncées, qui encaissent des pertes effroyables sans broncher. Cette résistance opiniâtre des Russes sera son cauchemar pendant les années suivantes, et il la retrouvera à une échelle bien plus terrible 5 ans plus tard, lors de la campagne de Russie. L'armée française est épuisée. Le 7e corps d'Augereau n'existe plus et sera dissous. Napoléon prend ses quartiers d'hiver au château de Finkenstein, où il retrouvera la comtesse Walewska. Au printemps, il obtiendra enfin sa victoire décisive à Friedland, forçant le tsar Alexandre à demander la paix à Tilsit. Mais Eylau restera une cicatrice, le moment où le mythe d'invincibilité a commencé à se fissurer. La bataille a produit son lot de héros, dont beaucoup n'ont pas survécu. Le général d'Hautpoul, colosse à la voix de Stentor, menait toujours ses cuirassiers au premier rang. Blessé à la cuisse lors de la charge de Murat, il refuse l'amputation recommandée par l'arrêt. La gangrène s'installe et il meurt 6 jours plus tard, à 52 ans, alors qu'il était sur le point de devenir maréchal. Napoléon ordonnera qu'une statue soit érigée en son honneur avec le bronze des canons pris à Eylau. Le général Dallmann, commandant les chasseurs de la garde, meurt en chargeant les grenadiers russes qui menacent le cimetière où se trouve Napoléon. Le capitaine Marbeau, envoyé porter un message au 14e régiment encerclé, est laissé pour mort sur le champ de bataille. Son valet le retrouvera parmi les cadavres et le sauvera. Il deviendra général et laissera des mémoires célèbres. Le maréchal Augereau survit à ses blessures, mais ne se remettra jamais psychologiquement de la destruction de son corps d'armée. Quant au 14e régiment de ligne, il passe de 2000 à 512 hommes et sera dissous. Et puis, il y a tous les anonymes, paysans et artisans transformés en chair à canon, qui gisent maintenant sous la neige, loin de leur famille. C'est pour eux que Napoléon a pleuré. Comment présenter cette boucherie à l'opinion française ? Napoléon minimise les pertes dans ses bulletins et organise un concours artistique. Le peintre Gros remporte ce concours avec un tableau montrant l'empereur visitant les blessés le lendemain de la bataille, la main tendue dans un geste de compassion. Des soldats russes blessés le regardent avec dévotion. Le message est clair, Napoléon est humain, il se soucie de tous les soldats, même ennemis. Cette image a perduré et occulte beaucoup de choses. Mais elle dit aussi une part de vérité. Napoléon a vraiment été affecté, il a vraiment pleuré. Il a vraiment resté 8 jours sur le champ de bataille. L'homme qui avait envoyé des centaines de milliers de soldats à la mort a découvert ce que signifiait vraiment la guerre. Cela ne l'a pas empêché de continuer, mais Eylau reste un moment de doute. Balzac publie en 1832 le colonel Chabert, dont le héros est frappé à la tête lors de la charge de Murat, jeté dans une fosse commune, et parvient à s'en extraire pour revenir en France 10 ans plus tard, où personne ne le reconnaît. Ce revenant incarne tous les soldats de l'Empire que la Restauration a jetés aux ordures. Victor Hugo consacre un poème au cimetière d'Eylau dédié à son oncle qui y a combattu. Jean-Paul Kaufmann, dans Outre-Terre 2016, raconte son pèlerinage sur les lieux de la bataille, aujourd'hui Bagratonovsk en Russie, où quelques monuments rappellent le carnage tandis que les fosses communes ont disparu sous les champs. Eylau annonce les horreurs des 19e et 20e siècles. Les batteries de 72 canons qui fauchent les divisions d'Augereau préfigurent Verdun. Les fosses communes préfigurent les charniers du XXe siècle. Mais Eylau nous parle aussi du courage humain. Ces hommes ordinaires se sont battus jusqu'à l'épuisement, des deux côtés.
La guerre ne prouve rien sinon que les hommes sont capables du meilleur et du pire. Les larmes de Napoléon humanisent ce personnage. Il a touché ses limites humaines ce jour-là. Il n'en a pas tiré les conséquences, continuant la guerre jusqu'à Waterloo. Mais peut-être s'est-il souvenu parfois de cette plaine couverte de cadavres. « L'âme est oppressée de voir tant de victimes », écrit-il à Joséphine. Ces mots sont peut-être les plus sincères qu'il ait jamais écrits. Le 8 février 1807, 40 000 hommes sont tombés. Leurs os se sont mêlés à la terre polonaise. Leurs noms ont disparu. Mais leur mémoire demeure. Eylau fut le moment où l'humanité s'est regardée en face et a vu ce qu'elle était capable de faire à elle-même. Un moment où même l'empereur a pleuré.